Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous corriger un exercice sur un filtre numérique à phase linéaire. Lors du traitement d'un signal audio, il est important que toutes les composantes spectrales du signal soient retardées d'une même valeur pour ne pas modifier l'impression sonore à la restitution. L'utilisation de filtres numériques à phase linéaire permet de répondre à cette exigence grâce à des symétries particulières présentes sur leur réponse impulsionnelle. On étudie par la suite un exemple de ce type de filtre caractérisé par la réponse impulsionnelle suivante. Voilà, donc c'est la réponse que vous voyez ici. Donc première question, donc on vous demande de quel type de filtre s'agit-il et que peut-on en déduire quant à sa stabilité. Donc ça c'est la réponse impulsionnelle que l'on a. Donc en entrée on met une impulsion, donc de valeur 1, donc une impulsion unitaire, et en sortie on récupère cette réponse. Donc on voit bien qu'ici, la réponse impulsionnelle, donc à l'impulsion qu'on a mis en entrée, elle se termine. D'accord? Au bout du 5e échantillon, on arrive à 0 et on se stabilise à 0. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un filtre. Donc à réponse impulsionnelle. Fini. Voilà, donc c'est un filtre. Donc on appelle RIF. Voilà, et donc que peut-on déduire quant à sa stabilité, hein? Donc c'est une réponse impulsionnelle qui est finie, donc on tend vers une valeur finie et on se stabilise. Donc finalement, ce genre de filtre est toujours stable. Donc le filtre est stable. Ensuite, donc on vous demande de déterminer la transmittance H de Z du filtre. Voilà, donc là, il y a H2Z, HN, donc il ne faut pas confondre quand même tout ça, hein. Donc, deuxième question. Les échantillons d'entrée, d'accord, donc là, cette suite HN, donc je vais l'appeler, enfin, ces échantillons de sortie, pardon. Donc, on va l'appeler donc échantillon de sortie, pour pas trop emmêler les choses. Donc, les échantillons de sortie. Donc, vous voyez, il y a un échantillon à 0,25, etc. Donc d'après la définition, hein, donc ce serait la somme depuis n égale 0 jusqu'à l'infini, donc des z puissance moins z fois Sn. Voilà, donc finalement, si on remplace n par 0, par 1, etc., donc ça fait z puissance 0 fois S0, donc ça fait S0, plus z puissance moins 1 S1, plus z puissance moins 2 S2, plus, etc. Voilà, donc si on l'applique à la réponse que l'on a au niveau de l'énoncé, S0, il vaut 0,25, plus S1 qui vaut 0,5, donc on va mettre 0,5 fois z puissance moins 1, plus donc S2, si on regarde ici, donc S2 vaut 0, donc ça fait S0 fois z puissance moins 2, donc on peut l'enlever, plus S3, donc c'est moins 0,5, donc ici ça va faire moins 0,5 fois z puissance moins 3, et donc vous avez S4 qui vaut moins 0,25, donc on aura moins 0,25 fois z puissance moins 4, et c'est tout, puisqu'après S5, S6, S7, S8, ils valent tous 0, donc on aura des termes qui vaudront 0. Donc ça c'est votre échantillon, vos échantillons de sortie, et en entrée, vous avez une entrée qui est une impulsion, puisque c'est une réponse qu'on a ici, qui est une réponse impulsionnelle. Donc entrée impulsion, donc l'entrée impulsion, c'est comme si on avait juste une valeur ici qui valait 1 à l'instant 0, donc En vaut 1 si n égale 0, et après E1, E2, E3 valent tous 0. D'accord? Donc en fait, ce serait un petit peu le même principe, hein. On aurait E0 plus
z-1 fois E1 plus z-2 fois E2, etc. Sauf qu'ici, comme on a une impulsion d'entrée, il y a uniquement E0 qui est égal à 1. Et après E1, E2, E3, ils valent tous 0. Donc on a une entrée E de Z qui est égale à 1. Et donc à partir de ça, on peut déterminer l'expression de la transmittance H de Z du filtre. Donc par définition, c'est S de Z sur E de Z. Et donc comme E de Z, c'est une entrée impulsionnelle, hein, donc vous avez, enfin En c'est une entrée impulsionnelle, donc E de Z sera toujours égal à 1. Donc c'est pour ça qu'on a H de Z qui est égal à la sortie S de Z. D'accord? Donc c'est pas si simple que ça en fait comme question. Voilà, donc H de Z, on va retrouver 0,25 plus 0,5 Z-1 moins 0,5 Z-3 moins 0,25 Z-4. Voilà, donc ce que l'on vous demande, la fonction de transfert en Z, que l'on peut déterminer à partir de la réponse impulsionnelle du système. Ensuite, donc, question suivante. Ici, troisièmement, on vous demande de déterminer l'équation de récurrence liant les échantillons des séquences de sortie YN et d'entrée XN du filtre numérique. Voilà, donc en fait, YN et XN, bon, moi je les ai appelés S et E, j'aurais pu les appeler Y et X, pour le coup. Voilà, donc on fait H de Z, donc dans cette partie-là. Donc, moi je les ai appelés S et E, mais pour essayer de garder la notation de l'énoncé, je vais les appeler Y de Z sur X de Z. Donc c'est égal à 0,25 plus 0,5 Z-1 moins 0,5 Z-3 moins 0,25 Z-4. Et donc si je veux déterminer l'équation de récurrence du système, je vais devoir exprimer Y en fonction de X et faire la transformation en Z inverse. Donc je vais passer les X de l'autre côté, et donc je vais avoir Y de Z qui va être égal à 0,25 X de Z plus 0,5 Z-1 X de Z moins 0,5 Z-3 X de Z, et donc il reste 0,25 Z-4 X de Z. Voilà, et donc à partir de ça, je vais pouvoir faire, en utilisant le théorème du retard, la transformation en Z inverse. Donc la transformation en Z inverse de Y de Z, c'est mon échantillon YN. Donc ça fait 0,25. La transformation en Z inverse de X de Z, c'est mon échantillon XN. Et donc ensuite, je vais avoir la transformation en Z de Z puissance moins 1 X de Z. Donc c'est le théorème de retard, donc mais utilisé en inverse. Donc ça va faire le terme X indice N-1. Voilà, donc ceci, Z-1 X de Z, si on utilise le théorème du retard, ça va devenir Xn-1. Et donc, c'est ainsi de suite. Donc on va avoir moins 0,5. Donc Z puissance moins 3 X de Z, ça va être, d'après le théorème du retard, X indice N-3. Et Z puissance moins 4 X de Z, ça va être X indice N-4. Voilà, donc on utilise ici 3 fois le théorème du retard.
Et donc, on obtient en fait ce que l'on vous demande hein, finalement. Donc, je vais obtenir donc ce qu'on appelle l'équation de récurrence du système. Donc, je vais le réécrire pour que ce soit un peu plus clair. Donc, ça fait 0,25 fois xn plus 0,5 xn moins 1 moins 0,5 xn moins 3 moins 0,25 xn moins 4. Voilà donc l'équation de récurrence de mon filtre. Ensuite, donc quatrième question, on vous demande de déterminer la fonction transfert complexe du filtre. Donc la représentation, la fonction de transfert complexe du filtre. Donc quatrième question. Et donc on vous demande de vous montrer que ça peut s'écrire sous la forme ici donnée. 0,5 fois sinus de 2 oméga TE plus sinus de oméga TE plus J exponentielle de moins 2 J oméga TE. D'accord? Et on vous rappelle l'équation de l'air, exponentielle de Jθ moins exponentielle de moins Jθ égale 2J sinus θ. Donc là, c'est une question assez complexe, hein, finalement. Donc il va falloir ici partir de H de Z. Hein. Et donc pour faire le lien entre la représentation ici en Z et la représentation en fonction de la fréquence, il faut faire le changement de variable. Donc on va avoir donc H de Z qui va être égal à 0,25 plus 0,5 Z-1 moins 0,5 Z-3 moins 0,25 Z-4. Et donc avec, donc si on fait le changement de variable, Z qui va être égal à exponentielle de J oméga TE. D'accord? Donc ça va vous permettre de passer d'une représentation en Z à une représentation ici fréquentielle. Et donc si je fais ce changement de variable, donc je vais trouver cette fois-ci H donc de J oméga. D'accord? On dépend maintenant de oméga, on est sur une notation complexe. Donc ça fait 0,25 plus 0,5, donc Z puissance moins 1, ça fait exponentielle de J oméga TE puissance moins 1, donc ça fait exponentielle de moins J oméga TE. Ensuite, il me reste moins 0,5 Z puissance moins 3, donc ça fait exponentielle de moins 3J oméga TE. Et donc le dernier terme, vous avez 0,25 Z puissance moins 4, donc exponentielle J oméga TE puissance moins 4, ça fait exponentielle de moins 4 J oméga TE. Voilà, donc on vous demande de vous mettre sous cette forme ici précise. Hein, donc finalement, c'est pas simple du tout, hein, parce qu'il faut essayer de mettre, vous voyez, exponentielle de moins 2 J oméga TE en facteur. Donc l'astuce, elle est là, c'est que on sait vers quoi on veut aller, on sait qu'on va avoir exponentielle de moins 2 J oméga TE en facteur. Ben, je vais essayer de le mettre en facteur. D'accord? Donc je vais mettre exponentielle de moins 2J oméga TE. Et donc il va me rester ici. Donc on avait 0,25, donc il va me rester 0,25, forcément avec exponentielle de plus de J oméga TE pour compenser. D'accord? Si je développe l'un avec l'autre, exponentielle de moins 2J oméga TE fois exponentielle de 2J oméga TE, je vais avoir exponentielle de moins 2J oméga TE plus 2J oméga TE, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Voilà, donc l'astuce, elle est là. Donc je vais avoir ceci. Après, je vais avoir un terme, donc 0,5. Donc j'en avais 3, moins 3J oméga TE, j'en mets 2 en facteur. Donc je vais avoir, il va me rester exponentielle de moins J oméga TE. Attendez, il me manque un terme là, donc c'est moins J oméga TE. Si je mets exponentielle de moins 2J oméga TE en facteur, donc il va me rester exponentielle de
Donc je vais avoir mon plus 0,5 exponentielle de plus j oméga TE. D'accord? Donc si je fais moins 2j plus j, il va me rester moins j. Ensuite, j'ai le terme avec le moins 0,5 exponentielle de moins 3j oméga TE. Si j'en mets 2 en facteur, il va me rester. Si j'en mets moins 2 en facteur, il va me rester moins 1. Et donc le dernier terme, moins 0,25. Donc j'avais exponentielle de moins 4j oméga TE. Et donc j'en mets moins 2 en facteur, il va me rester moins 2. Voilà. Donc ça, c'est assez complexe. Et donc c'est pas terminé, hein, parce que l'objectif, c'est d'obtenir sinus de 2 oméga TE et sinus de oméga TE. D'accord? Donc ce qu'il faut voir, c'est que, on vous rappelle ici l'équation de l'air. Donc exponentielle de jθ moins exponentielle de moins jθ, ça va vous faire 2j sinus θ. Donc on va regarder ce qu'il y a entre parenthèses. J'ai toujours moins 2j exponentielle TE en facteur. Et donc là, je vais avoir 0,25 facteur de exponentielle de 2j oméga TE moins exponentielle de moins 2j oméga TE. Donc je me retrouve dans la configuration ici avec θ qui vaut 2 oméga TE. D'accord? Et facteur, donc, ici, du 0,25. Ok? Donc je vais avoir mon 0,25 multiplié par exponentielle de j oméga TE moins exponentielle de moins 2j oméga TE. Et donc ça fait ici, on le voit, ça fait 2j sinus de oméga TE. Voilà, donc ça c'est pour les deux premiers termes. Et après, il y a les deux autres termes. Donc j'ai 0,5 en facteur. Et le 0,5 en facteur, il va être facteur de exponentielle de j oméga TE moins exponentielle de moins j oméga TE. Donc c'est toujours la formule ici écrite en dessous, mais sauf qu'on a θ qui est égal à oméga TE. Donc on va voir, ça va pouvoir être remplacé par 2j sinus cette fois-ci de... Alors attendez, tout à l'heure c'était, je me suis un petit peu trompé, tout à l'heure c'était 0,25 exponentielle de 2j oméga TE, donc c'était bien sinus ici de 2 oméga TE. Voilà. Et donc ici, c'est exponentielle de j oméga TE. Donc le θ est égal à oméga TE. Donc là, ici, je vais avoir oméga TE. Et voilà, donc on se ramène ici à ce que l'on vous demandait. Hein. Donc, donc le j va pouvoir se mettre en facteur. Donc il va être un facteur de l'exponentielle de moins j oméga TE. Et donc on aura 0,25 fois 2, c'est-à-dire 1 fois sinus, 0,5 pardon, fois sinus de 2 oméga TE. Et 0,5 fois 2, ça fait 1 sinus d'oméga TE. Donc on retrouve la formule que l'on souhaitait démontrer. D'accord? Voilà, donc c'est pas la question la plus intéressante, hein, c'est très calculatoire. Mais ça permet de voir un petit peu d'où viennent les courbes en fait de modules et d'arguments. Ça fait 2 oméga TE plus sinus de oméga TE. Et donc le tout facteur de j exponentielle de moins 2j oméga TE. Voilà donc pour cet exercice. Enfin pour cette question. Voilà. Donc à partir de ceci, on peut tracer la courbe du module. Donc le module, ce serait, là c'est la fonction de transfert, le module, ce serait le module de ce qui est entre crochets multiplié par le module de l'exponentielle, hein, et le module de j. Et donc on vous donne la caractéristique ici. D'accord? Donc la courbe suivante représente l'évolution du module h de la fonction de transfert en fonction de la fréquence réduite f sur fe. Et donc, cinquième question.
préciser la nature du filtre. D'accord, donc là, on voit bien que c'est un filtre qui laisse pas passer les basses fréquences, qui laisse passer plutôt les fréquences élevées qui tendent vers 0,5 de f sur FE. Donc il laisse passer une bande de fréquences. D'accord, donc c'est un filtre passe-bande. Déterminer la fréquence de résonance du filtre. Donc la fréquence de résonance, il suffit de lire ici. Donc on est au maximum à ce niveau-là. Donc on est à la résonance lorsque f sur FE est égal à 0,16. Donc résonance donc lorsque f sur FE est égal à 0,16. D'accord, et donc cette fréquence particulière f, donc c'est ce qu'on appelle la fréquence de résonance f0. Donc la fréquence de résonance ici, f0, est égale à 0,16 fois la fréquence d'échantillonnage. D'accord, donc là, on ne vous donne pas forcément la valeur de la fréquence d'échantillonnage, donc vous restez un petit peu comme ceci. Et donc ensuite, on vous demande ici également la largeur de la bande passante à moins 3 décibels du filtre. Voilà, donc là, le piège, c'est que ce n'est pas une courbe de gain qu'on vous donne, c'est une courbe de module. Donc il va falloir regarder, non pas à gain max moins 3 décibels, mais à module de T max, donc c'est-à-dire on va dire 1,3. D'accord, donc on a la valeur maximale du module est égale à 1,3. Donc la valeur maximale du module divisé par racine de 2. Donc ce sont les valeurs des modules pour les fréquences de coupure. Donc si je fais 1,3 divisé par racine de 2, ça va me donner donc 0,9 à peu près. Donc 0,9. Et donc on va aller regarder ici, lorsque le module vaut 0,9, les deux fréquences de coupure. D'accord, donc on va ici la fréquence de coupure basse. Donc la fréquence de coupure basse, donc ici divisé par FE. Donc c'est toujours gradué en F sur FE, donc il faut faire attention. Et donc si on regarde à 0,9, on est à ici, donc 0,8. FCB sur FE égale 0,8. Donc la fréquence de coupure basse est égale à 0,8 fois la fréquence d'échantillonnage. Et de la même façon, on va regarder l'autre valeur de fréquence, donc pour lesquelles le module vaut 0,9. Et donc là, on voit bien que fréquence de coupure haute sur la fréquence d'échantillonnage égale 0,26. Donc la fréquence de coupure haute divisée par la fréquence d'échantillonnage est égale à 0, non, avant c'était 0,08. Il ne faut pas se tromper quand même. Donc là, on avait ici 0,08. Donc ici, on avait 0,08 FE. Et donc ici, on va avoir 0,26. Donc la fréquence de coupure haute est égale à 0,26 fois la fréquence d'échantillonnage. Donc vous voyez, donc si la fréquence d'échantillonnage vaut par exemple 1 kHz, vous avez fréquence coupure basse qui va être égale à 0,08 fois 1 kHz. D'accord, donc 80 Hz. Et donc fréquence coupure haute sera égale à 260 Hz. Ok, donc là on reste quand même dans le cas général. Et donc ça va nous donner ici une bande passante qui va correspondre à un intervalle entre 0,08 fois la fréquence d'échantillonnage et donc 0,26 fois la fréquence d'échantillonnage. Voilà.
Donc ça, on vous demandait effectivement hein, donc la fréquence de résonance ainsi que la largeur de la bande passante du filtre en fonction de la fréquence d'échantillonnage FE. Et donc ça, c'est l'intervalle de delta F, hein, mais on pourrait très bien donner juste la largeur de la fréquence d'échantillonnage, puisque c'est quand même ce que l'on vous demande. Hein. Donc delta F, ce serait égal à 0,26 moins 0,08 fois FE. Donc ça serait égal à 0,18 fois FE, si on veut donner la largeur de l'intervalle. Voilà, donc il y a deux façons de le présenter. Voilà, donc on va s'arrêter là au niveau de cet exercice. La question 6 n'est pas très intéressante, donc on va la laisser de côté. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.